Il y avait John McAfee. Il faisait les crypto of the day. Tous les jours, il mettait sur Twitter le nom d'une crypto. La crypto, dans la minute, faisait mais x2, x3. Elle explosait. Et tout le monde, en fait, essayait de timer le marché. Parce qu'en fait, moi-même, je me disais, tout le monde va acheter. Donc en fait, il faut juste que j'achète plus tôt et rentre plus tôt que les gens. À l'époque, j'étais sur Kraken. Ouais. En fait, il disait, vous avez acheté genre à 1. Et après, il mettait, vous avez revendu à 1.2. Et en fait, la réalité, c'est que la plateforme avait bugué. Toi, t'avais acheté en fait à 1.5 et t'avais revendu à 0.6. Et il t'affichait pas ça, tu vois. Charles Sterling, c'est plus de 2 millions d'abonnés, tout réseau confondu, avec 1,2 million juste sur TikTok. Il y a un an, en fait, j'étais invité au BFM Awards, qui est donc un événement qui invite des entrepreneurs, les PDG du CAC 40 concrètement. C'est un événement très business. Et en fait, là, il y a Gabriel Attal qui descend, donc qui était à l'époque porte-parole du gouvernement. Là, je descends, je vais voir Monsieur Attal, j'ai 1 million d'abonnés. Et là, le mec s'arrête, il me dit ah ouais. Et on commence à discuter comme ça. Et en fait, je trouve que c'est ça le truc le plus fou du 21e siècle, c'est les abonnés. Ça vous donne une crédibilité, une puissance qui fait que des gens extrêmement puissants vont vous écouter, vont vous prendre au sérieux, alors que finalement, vous êtes juste quelqu'un qui fait des vidéos chez soi. Et là, aujourd'hui, tu gagnes combien grâce à cette activité? Il n'y a pas de surprise, mais il y a des mois où on peut gagner 10 000, 20 000 euros. Et il y a des mois, en fait, on va gagner 200 euros. Si vous faites 10 vidéos, vous allez avoir 10 expériences pour vous améliorer, en fait. Si vous en faites une par jour, en 10 jours, vous allez avoir 10 erreurs. Vous allez pouvoir les améliorer pour la 11e. Et donc, au bout d'un an, vous aurez amélioré 365 choses potentiellement. Et donc, forcément, vous allez être meilleur bien plus rapidement. Le long terme ne perd jamais, en fait. Le long terme ne peut que gagner. Bienvenue sur Finfluence. Aujourd'hui, je suis avec Charles Sterling. Merci Charles d'être venu ici pour ce nouvel épisode de Finfluence. Charles Sterling, c'est plus de 2 millions d'abonnés, tout réseau confondu, avec 1,2 million juste sur TikTok. Est-ce que peut-être tu pourrais te présenter un petit peu et ensuite on va aborder le thème du podcast? Ouais, du coup, déjà, merci pour l'invitation. Donc, je suis Charles Sterling, créateur de contenu, finance, économie, bon plan, astuces, désormais assez grand public. Voilà, présent sur TikTok, Instagram, sur tous les réseaux sociaux en général. Et donc l'objectif, c'est un peu de démocratiser l'investissement, les finances personnelles, sur comment économiser de l'argent au quotidien et comment éventuellement en gagner plus pour essayer d'aider un peu les gens qui ont besoin en fait d'avoir un petit peu plus d'argent et aussi de se sortir des petits pièges de la vie du quotidien. Ok, top. Le thème vraiment, ça va être aujourd'hui autour de l'influence et de la finfluence. Un petit peu les coulisses de ce qui se passe derrière ton compte, en fait, derrière ta caméra, au niveau de la rémunération, au niveau de ce que ça t'apporte dans ton quotidien, au niveau peut-être des difficultés aussi que tu traverses dans ton entreprise. Est-ce que déjà tu peux nous dire, tu as 2 millions d'abonnés, est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé dans ta vie, si ça a changé quelque chose dans ta vie ou pas? Alors je pense qu'au quotidien, ça n'a pas changé grand-chose. Je faisais rien de spécial, de fou dans ma vie. Je fais rien de fou aujourd'hui non plus, en fait. Ce qui a changé, c'est déjà, il faut aujourd'hui s'adapter. J'ai un travail en parallèle, en fait, donc déjà, il faut s'adapter. Ça a augmenté, en fait, mon rythme de travail au quotidien, puisque, en plus d'avoir un job, on se rajoute un travail supplémentaire qui est de faire 1 à 2 vidéos depuis 3 ans, en fait, par jour, en fait. Donc, en fait, ça rajoute forcément un travail, une organisation. Ce qui a changé, forcément, c'est le côté assez financier, parce que je travaille avec énormément de marques, donc ça rapporte de l'argent. Et j'avoue que ça m'a permis, en fait, d'accéder à des choses auxquelles je n'aurais jamais eu accès sans les abonnés. Il faut être assez honnête. En fait, aujourd'hui, j'ai accès à des entrepreneurs de haut niveau, des PDG, des ministres, en fait, ou des gens en fait qui ne vous rencontrent pas si vous n'avez pas un peu quelque chose qui vous distingue des gens en fait en général. Ça vous apporte énormément de choses. J'avoue en fait le côté rencontre pour moi c'est le truc le plus exceptionnel auquel j'ai accès. Puis je rencontre vraiment des gens de différents horizons. Alors qu'avant j'étais très école de commerce, toujours les mêmes gens qui sortent des mêmes écoles, qui ont fait les mêmes études et le même travail. Là tu rencontres des gens qui font de l'entrepreneuriat potentiellement depuis qu'ils ont l'âge de 15 ans, qui ont fait des millions, qui lèvent des millions. Et je trouve ça fou en fait. Et c'est ça qui a vraiment changé dans ma vie. Sinon après, je vis chez moi tranquille, je fais rien d'exceptionnel. Ok, c'est quoi le meilleur truc peut-être que tu as vécu Mais je pense, alors le truc le plus improbable, je pense surtout, c'est une fois en fait, j'étais à un événement il y a 1 an. C'était justement avant de commencer. Un des trucs les plus fous aussi, c'est le fait de passer à la télé en fait désormais. Je trouve ça assez cool. Ouais. Il y a 1 an en fait, j'étais invité au BFM Awards, qui est donc un événement qui invite des entrepreneurs. Les PDG du CAC 40 concrètement, c'est un événement très business. Et en fait là, il y a Gabriel Attal qui descend, donc qui était à l'époque porte-parole du gouvernement. Et là, je descends, je vais voir Monsieur Attal, j'ai 1 million d'abonnés sur TikTok. Et là, le mec s'arrête, il me dit ah ouais. Il dit et on commence à discuter comme ça. Il dit ouais, j'aurais peut-être me lancer sur TikTok et tout. Et en fait, simplement, la preuve d'avoir des abonnés fait qu'on vous écoute. Et j'ai eu exactement le même cas avec Bruno Le Maire que j'ai rencontré plusieurs fois. J'ai même fait une vidéo avec lui parce qu'il avait compris que j'étais influenceur. Je propose de travailler ensemble et tout. Et en fait, on vous écoute parce qu'on a des abonnés. Et en fait, je trouve que c'est ça le truc le plus fou du 21e siècle. C'est l'or du 21e siècle. En fait, c'est les abonnés. Ça vous donne une crédibilité, une puissance qui fait que des gens extrêmement puissants vont vous écouter, vont vous prendre au sérieux, alors que finalement, vous êtes juste quelqu'un qui fait des vidéos chez soi.
Et puis même, ils ont tout intérêt à t'écouter puisque tu as quand même l'influence justement de 1 million, 2 millions d'abonnés. Et donc, il vaut mieux être de ton côté, entre guillemets, que contre toi, hein. C'est ça, surtout qu'en plus, leur problème, en général, ils ont plus aux politiciens quand même, c'est ils ont pas d'abonnés, en fait. Ouais, Ils sont c'est ça. pas trop suivis, ils sont pas vraiment bien appréciés par les gens, en fait. Il y avait uniquement Jean-Baptiste Djebari qui avait un compte TikTok qui était hyper cool, mais on se souvient pas de lui pour son ministère, en fait, c'est plus, et pour ses actions, plus pour son compte TikTok qui était marrant. Mais en général, voilà, c'est le problème d'un peu des politiciens ou des gens comme ça. Ils ont besoin d'avoir une crédibilité, donc ils peuvent pas faire non plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est évident. Ouais, on se souvient aussi de lui pour Opium. Ouais, voilà, donc en fait, c'est souvent de trucs, Hélas. mais pas pour son travail de Ouais. ministre. C'est dommage, Ouais. parce que quand même, le but, c'est qu'on se souvienne de ce qu'on a avancé. Peut-être qu'il a fait des choses très bien, parce que même moi, je sais même pas ce qu'il a fait exactement. Mais au moins, il a essayé de mettre un peu en avant les transports français sur la SNCF, ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que c'était un peu dommage. Mais il a bien joué le coup, en tout cas, d'être connu sur les réseaux sociaux. Ça lui a donné la meilleure image possible pour un ministre au cours des 20 dernières années. Ouais, clairement. Ok. Ouais, et le milieu de la politique, c'est un milieu qui t'intéresse? Ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, le côté, forcément, quand on commence à avoir beaucoup d'abonnés et que je suis en plus dans une niche business entrepreneur, on va à des événements où on va rencontrer, en fait, des politiciens ou des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là. En fait, par exemple, il y a 2 semaines, moi, j'étais invité aux Rencontres de l'avenir. Et donc, on était dans un débat. Il y avait moi, Pierre Gattaz, donc l'ancien président du MEDEF, et Hervé Novelli, ancien ministre du commerce et des PME de Nicolas Sarkozy. Et en fait, on se retrouve à parler ensemble, après on discute, on s'échange nos cartes. Et en fait, c'est improbable. On rencontre des gens qui sont en fait dans le domaine politique, parce qu'à un moment donné, quand on va monter un peu, disons, les strates sociales, on est amené à rencontrer ce genre de personnes qui dirigent des entreprises ou des gouvernements, en fait, tout simplement. Et donc, moi, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, moi, je parle en continu d'argent, d'économie dans mes vidéos, mais le monde politique est totalement relié au monde à l'économie et à la géopolitique mondiale. Donc moi, forcément, je suis relié à ça et ça m'intéresse énormément. Ok, moi c'est hyper intéressant. T'as dit que tu faisais ça en parallèle de ton travail. Combien de temps ça te prend par jour? Alors par jour, je pense que c'est assez difficile à quantifier dans la mesure où moi maintenant j'ai divisé en fait comme Ford. J'ai appliqué le Fordisme. Ok. J'ai en fait divisé tout mon travail de création en petites tâches que je fais par batch en fait tout simplement. C'est-à-dire que je vais chercher 40 idées d'un coup, puis je vais écrire 40 scripts. Et un soir, je vais tourner par exemple 40 vidéos. Alors un soir, non. Le samedi plutôt entre 14h et 20h, je vais tourner 40 vidéos d'un coup. Et ensuite, à chaque fois, la veille de tourner la vidéo, de la poster, je vais l'éditer, ça me prend 20 minutes, une demi-heure. Et le lendemain, je vais la poster. C'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler d'un coup beaucoup. Et ensuite, parfois, pendant 2 ou 3 semaines, vu que j'ai plein de vidéos d'avance, j'ai rien à faire, j'ai juste à préparer la vidéo, la poster le jour J. Et donc, ça permet de réduire. Après, je pense qu'en moyenne, ça doit prendre entre 15 et 20 heures grand max. Après, c'est juste la partie création de contenu. Maintenant, il y a aussi une obligation de participer à plein d'événements et tout. Ça, je le fais évidemment avec plaisir. Bah oui, Pour moi, c'est même pas un travail, mais ça prend forcément beaucoup de temps. Ça prend le soir, faut participer à plein d'événements. Aujourd'hui, avec mon travail, je suis aussi à 80%, justement, parce que ça requiert, en fait, de parler aussi bien avec des marques, de préparer, par exemple, quand je vais chez BFM Business, je dois préparer mon passage, je dois participer à des événements. Ça prend du temps, donc forcément, ça requiert quand même du temps libre, ou ça prend sur son temps libre, en fait. C'est un peu le problème. J'ai rencontré récemment, justement, dans mon entreprise, il y a quelqu'un qui est youtubeur, qui a une grosse chaîne YouTube de science, et qui disait, je n'ai pas de vie sociale, parce que lui, il doit créer des vidéos de 20 minutes ultra techniques sur scientifique, et forcément, ça te prend des heures et des heures, toute ta vie, en fait, sur ça, quoi. Ok, alors que toi, t'as des gens avec qui tu travailles? Du tout, je fais tout seul. Tout seul, ok. J'ai une agence, mais bon, pour le coup, c'est pas pour les vidéos, donc ça change pas des masses non plus. Donc en effet, c'est un peu compliqué. En effet, se pose la question à terme d'avoir un monteur, pas forcément en embauche, ça peut être en freelance, un monteur ou des gens pour organiser tout ça, parce que ça devient en fait très complexe à terme. De perdre des heures et des heures sur des choses qui ne sont pas utiles. Faut monter des vidéos, ça ne m'apporte rien dans ma vie de particulièrement. Ça fait 3 ans que je le fais, ça m'énerve un peu de le faire. Donc j'aimerais bien passer à l'étape suivante, je pense, où tu fais appel à des prestataires pour faire tout cela. Ok. Et là, aujourd'hui, tu gagnes combien, concrètement, grâce à cette activité? Réellement, ça varie de mois en mois. En fait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de surprise, mais il y a des mois où on peut gagner 10 000, 20 000 euros. Et il y a des mois, en fait, on va gagner 200 euros. Tout simplement, en fait, on est juste dépendant des marques. Forcément, par an, évidemment, on va pas faire 1 000 euros par mois. On le sait très bien. Ça peut tourner, c'est plusieurs milliers d'euros. Ça peut être 5 000 6 000 par mois sur une année. Donc, forcément, on est déjà dans des sphères que les gens, malheureusement, la plupart des gens n'auront peut-être pas de leur vie. Forcément, on gagne énormément. Mais parce que je pense qu'on apporte aussi de la valeur à des marques, en fait, tout simplement. Parce que si une marque vous paye 1 000 et qu'elle continue à travailler avec vous, c'est qu'elle vous a payé 1 000, vous lui avez peut-être rapporté 3 000. Et aujourd'hui, les marques ont compris
que passer par des influenceurs. Oui, ça coûte cher, mais si ça vous rapporte, il n'y a aucune question à se poser, il faut le faire. Parfois, c'est vrai qu'il y a des marques, peut-être, ça leur rapporte pas, on fait une fois et c'est fini. Dommage. En effet, c'est... Faut tester de toute façon. Faut tester, en fait, à un moment donné, il faut essayer. Mais je sais très bien qu'il y a des marques, ça fait des années, enfin, on voit plein de mois qu'on travaille ensemble, ça marche très bien pour eux, parce que sinon, on continuerait pas à travailler ensemble. Mais en effet, ça peut rapporter beaucoup. Mais comme beaucoup aussi, je suis dans une niche, enfin, en fait, on est très peu dans ces niches finance, finfluence. On est très peu. Donc forcément, les prix sont bien plus élevés que dans une niche où il y a beaucoup plus de concurrence. Là, on est très peu. Si on veut des gens un peu avec de la crédibilité, qui ont beaucoup d'abonnés, forcément, il va falloir payer beaucoup plus que dans une autre niche où la concurrence est beaucoup plus forte. Il y a ça, et il y a aussi les abonnés eux-mêmes sont beaucoup plus qualifiés. Parce qu'en fait, dans la niche de la finfluence, c'est vrai que tout le monde est gagnant dans un partenariat. Et moi, j'ai mis longtemps avant de le comprendre, mais la marque est gagnante, puisque comme tu dis, elle va peut-être investir 1000 et récupérer 3000. Le finfluenceur est gagnant puisqu'il apporte de la valeur, il crée du contenu, et il est rémunéré pour son travail. Et l'audience, l'investisseur est gagnant, parce qu'en fait, il se renseigne sur une marque, enfin, il a du contenu à sa disposition. Gratuitement, lui. C'est ça, parce qu'en plus, tu vois, moi, en général, j'essaie d'éviter de faire un partenariat genre brut, en mode, c'est la marque du siècle, ils vendent tel service et tout. En général, je pars d'un cas d'usage, je vais dire, voilà une problématique que vous pouvez rencontrer au quotidien, une solution possible. Moi, je vous la conseille pas spécialement, je vous dis pas, c'est la meilleure, faites ça. Je vous dis, si vous cherchez quelque chose, vous voulez regardez cette marque-là avec qui je travaille. Je travaille avec très peu de marques, donc en général, c'est quand même des marques que je connais, qui sont hyper connues. Quand je travaille, je sais pas, avec LCL, La Massif ou ce genre de choses, tout le monde connaît ces marques-là, en fait, qui se font des pubs télé en continu, donc il n'y a pas de risque d'arnaque. En général, j'essaie de faire très attention avec les marques avec lesquelles je travaille, qui peuvent aider les gens. En plus de ça, en général, c'est souvent des services, parce que moi, je vends pas spécialement des produits physiques, mais c'est plus des services. Donc très souvent, ils sont gratuits. Bon, après, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, sûrement. Mais au moins, au pire, vous essayez, vous vous dites au bout de 2-3 mois, j'aime pas, on arrête, et voilà, en général. C'est ça. Moi, j'ai pas envie de faire acheter aux gens des choses qui valent très cher, qui ont peut-être pas un gros rendement derrière pour eux. Je me dis, essayez, si ça vous plaît pas, arrêtez, moi, ça va pas changer ma vie. La marque non plus, elle aura essayé, vous étiez pas la bonne cible, tant pis, en effet. Et ce que tu disais, en effet, c'est que sont plus qualifiés, cette audience-là, parce que c'est beaucoup plus compliqué, en fait, d'avoir des abonnés sur une niche. Qui intéresse pas, en fait, quand vous rentrez, vous êtes les 18 heures, vous êtes dans le métro, est-ce que vous avez envie de me voir parler d'un truc lié à l'argent? Non, ça vous saoule. Toute la journée, on vous a saoulé potentiellement au travail, vous en avez un truc un peu plus détente. Donc, en effet, c'est plus complexe d'avoir des abonnés quand vous faites des sujets un petit peu plus sérieux. C'est pas que lié à la finfluence. Quand vous faites des choses d'éducation, en général, c'est plus complexe d'avoir des abonnés, c'est évident. Ouais, c'est clair. Toutes les thématiques un peu précises. Et du coup, tu tries tes partenaires alors? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai très peu de partenaires. J'en ai peut-être 1 ou 2 par niche grand max, c'est-à-dire une banque, un site de trading, une assurance. Et après, en fait, c'est souvent que j'ai des partenariats annuels avec eux, ce qui permet déjà d'avoir la récurrence des cash flows. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et aussi, ça crée aussi une confiance, en fait, aussi avec la marque, avec les gens qui nous suivent, puisqu'ils se disent, ils sont vraiment engagés des mois, enfin 1 an avec eux. C'est qu'ils ont confiance en la marque. Et en général, ça a fait ses preuves, en fait. C'est bien mieux pour convertir les gens, en fait, qui nous suivent, puisqu'ils disent, ok, potentiellement, on va voir ce que va déployer la marque tout au long de l'année. Et au fur et à mesure, ils vont se dire, ok, j'ai confiance en cette marque. Et au pire, encore une fois, ils essayent, se disent non, ils arrêtent. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est même un respect. Déjà, il y a l'aspect respect envers l'audience, c'est-à-dire que c'est pas un panneau publicitaire, quoi. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut toujours voir sur du long terme, même pour les marques qui veulent faire des partenariats. Parce que parfois, comme tu dis, elles vont faire un premier partenariat, puis un deuxième, puis un troisième lancement. C'est au troisième lancement que finalement, la personne, l'audience qui regarde ça se dit, ok, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Je vais me renseigner davantage sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'est intéressant là-dessus. Et c'est toi qui gères tes partenaires ou c'est ton agence? Alors, c'est un peu des deux. Il y a des marques avec lesquelles je travaille depuis des mois et des mois, donc je les gère directement parce que j'ai une bonne relation avec eux. Après, tu vois, il y a les agences qui permettent d'aider, tu vois, de gérer tout ça. Après, c'est un peu différent parce que je trouve que les agences, elles sont moins liées à la marque. En fait, les agences, elles voient passer plein de marques au quotidien, elles s'en foutent. Alors que quand tu es directement avec elles, t'as une relation plus forte avec elles, t'as plus confiance, tu échanges directement avec eux. T'as pas un intermédiaire qui peut brider un peu certaines informations, qui peuvent pas tout te dire. Donc je trouve ça c'est un peu dommage pour le coup d'avoir cet intermédiaire, mais c'est aussi utile pour filtrer, disons. En fait, ça aussi, c'est le revers de la médaille. Mais en effet, comme tu disais, c'est le côté long terme. Tu parles de bourse, donc c'est normal, tu vois. Pour moi, le long terme gagne toujours parce qu'en fait, les marques,
Si vous faites un one shot, bah, vous êtes perdu parmi des centaines, des milliers de vidéos en fait, sponsorisées. Et en fait, à l'inverse, si on vous voit régulièrement sur le compte de gens qui sont assez connus, bah, vous avez gagné en crédibilité, tout simplement. Et c'est arrivé, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est Trade Republic qui est arrivé en France, totalement inconnu. Ils ont pris le top 5 des influenceurs de France. Bah, en fait, au bout de quelques mois, à force de rabâcher le message, bah, ils étaient ultra connus. Aujourd'hui, Trade Republic n'est plus à présenter dans la partie broker en France parce qu'ils ont rabâché le message. Maintenant, ils ont énormément d'ambassadeurs. Et donc, ça permet vraiment, je pense, de mettre en avant la marque, d'avoir cette confiance. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens, en fait, me disent qu'ils font du trading sur Trade Republic. Moi, je suis le premier à le faire. Parce que bon, après, je travaille avec eux. Donc, moi, j'ai vu l'importance enfin, je trouvais ça cool comme site, en fait, tout simplement. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, c'est au côté long terme. Bah, je pense que tout le monde est gagnant, comme tu le disais. La marque, le créateur, parce qu'elle reçoit aussi de l'argent régulièrement, et les abonnés, je pense qu'ils voient que si leur créateur l'utilise au quotidien, c'est que ça a vraiment une plus-value et qu'ils peuvent l'utiliser. Et encore une fois, c'est gratuit. Si vous l'utilisez pas, vous fermez votre compte, c'est terminé et voilà. Ouais, c'est clair. Ok, t'as lancé ton compte il y a combien de temps? Bah, ça doit faire 3 ans maintenant. Vraiment, c'était, je pense, ouais, il y a 3 ans, en décembre, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Charles Sterling, c'est ton vrai nom? Non. Ok. Évidemment, un nom de scène. Ça tombe bien parce qu'il y avait Sterling, finalement, ça parle d'argent, donc ça fait penser à Leo Sterling, donc ça tombe bien. Non, en effet, c'était juste un nom aussi un peu international, disons. Si un jour je voulais faire des vidéos en anglais, ou partir à l'international, Sterling, sympa. En fait, c'est un nom anglais, hein, donc il y a aucun problème pour faire ça. Donc je me suis dit, ça peut être toujours intéressant. Et comme aussi, comme j'ai un travail, j'ai un compte LinkedIn Pro, je voulais un peu vraiment scinder les deux, en fait, faire la différence entre ma vie perso et ma vie pro. Et donc, en fait, c'était le meilleur truc et tout. Et aujourd'hui, j'aime bien. Finalement, c'est un nom marrant et que les gens apprécient. Donc, un jour, je pense que je ferai la fusion. Ok. En reprenant mon vrai nom, mais pour l'instant, je le garde. C'est marrant. Ok. Parce que toi, tu t'appelles pas Boursogramme. Non, c'est pas mon. Effectivement, Boursogramme, c'est pas mon nom. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce que tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de se lancer 2024, parce que ce podcast sortira en 2024, de se lancer et d'atteindre les 2 millions d'abonnés en 3 ans? Ah bah totalement. Je pense que la stratégie, de toute façon, il faut faire. Alors, en général, les gens vont tenter plusieurs canaux différents, et tenter tout TikTok, Instagram, Facebook. Et typiquement, j'ai parlé hier avec quelqu'un qui me disait, moi, j'arrive pas à tout développer d'un coup parce qu'en fait, ça prend du temps de développer plusieurs canaux en même temps. De toute façon, le plus simple, vous n'allez pas percer sur YouTube ou Instagram d'un coup, c'est impossible. Parce que c'est beaucoup plus complexe, concurrence très forte et les algorithmes sont très différents. De toujours commencer par TikTok, qui est le truc à banger en fait. Vous pouvez faire 500 000 vues sur votre première vidéo, donc il faut se lancer sur TikTok. Mais le truc le plus important, et en fait c'est dans la vie en général, vous devez faire ça pour réussir, c'est la persévérance et la détermination. C'est-à-dire que moi je dis aux gens, si vous faites une vidéo par jour pendant 1 an, vous allez percer, c'est évident. Vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir 100 000 abonnés sur TikTok minimum, ou 200 000 voire 300 000 si vous faites vraiment du bon contenu. Vous aurez 500 000. Hein. Et après, en fait, une fois que vous aurez bien percé sur TikTok, vous verrez que vos vidéos qui marchent bien sur TikTok, potentiellement, vont bien marcher sur Instagram. Donc là, vous serez sur Instagram, Facebook, YouTube, être présent de partout, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, se lancer, c'est possible. Et je dis aux gens, lancez-vous. Parce qu'en fait, le coût à l'entrée, c'est avoir un iPhone. Tout le monde a un iPhone ou un smartphone, donc il n'y a aucun problème. Et vous n'avez rien à perdre. En fait, en général, les gens ont peur, surtout les plus jeunes. En fait, quand on a 20 ans, on est en école, enfin, du moins, on est en études. On a tous ses amis sur les réseaux, on a peur que nos amis nous jugent et tout. Mais en fait, aujourd'hui, les gens vont vous juger. Mais quand vous êtes plus vieux, ces gens-là, vous les verrez plus. Vous en foutez, en fait. Quand vous allez grandir, tout le monde va prendre des chemins différents. Et moi, en fait, j'ai eu le cas, par exemple, quand j'ai commencé, TikTok, j'avais terminé mon école de commerce, mais je venais de terminer. Et un jour, les gens ont trouvé mon compte TikTok. J'avais, je crois, 100 000 abonnés. Ce qui est déjà pas mal, franchement, pour l'époque, c'était plutôt bien d'avoir ça. Et il y a plein de gens qui n'ont pas ça aujourd'hui, en fait. Et les gens ont commencé à rigoler, ouais, le mec s'affiche et tout. Mais aujourd'hui, c'est pas tu vas pour se vanter ou quoi, mais moi aujourd'hui je fais énormément d'argent, tu vois, grâce à ça. Je rencontre des ministres, je suis invité à des événements, je passe à la télé grâce aux réseaux sociaux. Donc oui, ça peut être marrant, mais en fait, ensuite, maintenant, les gens se rendent compte que c'est à une puissance de malade, et beaucoup de gens en fait se sont lancés ensuite en voyant que c'était possible en fait de se lancer sur les réseaux, et je trouve ça vraiment bien. Et pour moi, la persévérance, c'est de faire une vidéo par jour, tous les jours pendant 1 an. Et vous allez en fait pouvoir tester plein de choses. Et en fait, c'est ce que dit MrBeast en gros. S'il dit, si vous faites 10 vidéos, vous allez avoir 10 expériences pour vous améliorer en fait. Et si vous en faites une par semaine, il vous faudra donc 10 semaines. Si vous en faites une par jour, en 10 jours, vous allez avoir 10 erreurs, vous allez pouvoir les améliorer pour la 11e. Et donc au bout d'1 an, vous aurez amélioré 365 choses potentiellement. Et donc forcément, vous allez être meilleur bien plus rapidement. Donc pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est de faire la régularité,
L'algorithme, en plus, adore ça. Il voit que vous êtes un créateur, va vous mettre en avant. Et donc, pour moi, c'est comme en fait dans la vie. Hein. Si vous voulez avoir une progression dans votre carrière, vous allez travailler plus, vous allez travailler plus souvent. Ben voilà, finalement, c'est la persévérance, la détermination qui sont vraiment, pour moi, les clés du succès. Parce que les gens qui réussissent sur les réseaux, c'est pas les meilleurs. Loin de là. C'est juste des gens qui étaient là au bon endroit, au bon moment et qui se sont donnés à fond. Mais c'est comme dans tout en général. C'est pas les meilleurs qui réussissent, ceux qui font le plus, tout simplement. Ok. Déjà ça c'est très intéressant parce que t'as parlé à aucun moment d'algorithme ou de technique ou de d'autres méthodes, c'est simplement l'action. TikTok ne requiert aucune qualité. Vraiment, les gens qui font trop de qualité, j'avais parlé avec quelqu'un qui me disait la semaine dernière, quand il y a trop de qualité sur TikTok, j'ai l'impression que ça crée une barrière entre la vidéo qui est un peu en mode YouTube avec un filtre au milieu et le spectateur, alors que TikTok c'est l'authenticité. Les gens veulent que vous parliez dans votre salon avec un fond vert. Moi j'ai que des fonds verts derrière moi, mais ils veulent que vous soyez authentique et parlez simplement avec une qualité faite à l'iPhone. Vous avez même besoin d'avoir l'iPhone 14 Pro, enfin 15 Pro maintenant. Il vous suffit juste d'un iPhone 12, 13 normal, vous vous filmez et voilà, un peu de montage rapide sur l'application. Et voilà, l'algorithme, encore une fois, l'algorithme est méchant, soyons honnêtes, il va pas toujours jouer en votre faveur, mais si vous faites du bon contenu, à un moment donné, ça va percer. Normalement, ça ne peut pas ne pas percer. Et au pire, vous n'allez pas passer sur TikTok parce que peut-être que votre contenu est adapté à des gens de 25-35 ans. Donc, Instagram. Moi, j'ai des amis qui ont plus d'abonnés sur Instagram que TikTok parce que leur contenu moi largement est plus à se taper. Ben voilà, mais c'est plus adapté à Facebook, enfin Instagram ou à Facebook. Donc, c'est normal en fait. En fait, au fur et à mesure, vous allez peut-être moduler votre contenu pour aller vers d'autres plateformes. Mais si vous percez 10 fois plus sur Insta, concentrez-vous sur Insta. Avoir 200 000 abonnés sur Instagram, c'est mieux que d'avoir 200 000 sur TikTok en fait. Et c'est beaucoup plus pérenne sur le long terme. Donc en fait, il faut juste s'adapter en fait à ce que veulent les gens. C'est pas ce que vous voulez faire. Là, souvent l'erreur que font les gens, c'est j'aime bien ça, je vais parler de ça. Non, tout le monde a envie de parler de sa passion, mais peut-être que votre passion, elle passionne pas grand monde et vous le faites mal peut-être, tu vois. Il vaut mieux parler de ce que veulent entendre les gens. Et ce que veulent entendre les gens, on sait très bien ce qui fait vendre sur les réseaux sociaux, parler d'argent, de relations avec les gens, enfin interpersonnelles. On sait que c'est ça qui fait vendre. Donc forcément, il faut s'adapter au contenu que veulent les gens. Et si vous êtes bon et que vous appréciez, pourquoi pas en fait. Moi aujourd'hui, j'arrive à parler d'argent, mais de plein de thématiques différentes. En fait, j'ai parlé par exemple, j'adore jouer à Fortnite, je parle d'argent et Fortnite. J'aime bien la musique, je parle par exemple du show du Super Bowl de Rihanna, lié à l'argent. Et en fait, tout ça, je prends toujours le même prisme de l'argent, mais j'aborde un sujet différent. Et en fait, ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle thématique. En fait, vous aimez, j'en sais rien moi, la mode. Vous pouvez parler de la mode, mais dans n'importe quelle thématique de la vie. Vous pouvez parler de la mode des politiciens, la mode chez Rihanna, la mode dans Fortnite. Il y a Ralph Lauren qui est dans Fortnite en fait. Donc vous pouvez parler de n'importe quel thème. Il faut juste il faut juste les coller avec des thèmes d'actualité, tout simplement. Mais en effet, les algorithmes, de toute façon, on peut rien y faire. Il faut essayer de les comprendre, d'accord ? Mais on peut rien y faire, donc ça sert à rien de se plaindre continuellement des algorithmes, honnêtement. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est intéressant de se nicher dans la finfluence particulièrement ou non ? Alors, le premier point, c'est que c'est très important de se nicher. N'importe laquelle, je pense, ça peut être très utile. La finfluence, ça a un gros intérêt, je pense, financier, parce que forcément, les marques qui vont vous sponsoriser sont beaucoup plus riches, soyons honnêtes. Donc forcément, ça joue. Mais je pense qu'il faut surtout se nicher sur un truc que vous appréciez quand même un minimum. C'est-à-dire que si vous allez faire une vidéo par jour pendant 1 an, si vous aimez pas trop la thématique et que vous y connaissez pas, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Ça va vite vous saouler, en fait, je pense. Parce qu'en fait, en général, les gens, quand vous allez faire 30 jours, 30 vidéos, vous allez avoir 2000 abonnés, vous vous dites, ça les vaut peut-être pas. Et après, en fait, d'un coup, vous allez passer de 2000 à 100 000. D'un coup, en 1 mois. Sauf que si vous abandonnez parce que ça vous aura saoulé, c'est dommage. Donc en fait, moi je dis aux gens, lancez-vous de la finfluence, il y a clairement de la place pour tout le monde. Il faut que vous appréciez un minimum la thématique. Enfin, il faut quand même s'y connaître un peu. Et c'est aussi des choses, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes événements que quelqu'un qui fait de la mode. C'est-à-dire que, oui, vous irez peut-être à la Fashion Week, vous aurez énormément d'abonnés potentiellement, et que vous connaîtrez en fait des gens qui font la Fashion Week. Mais vous n'êtes pas invité à la Fashion Week si vous faites de la finfluence, parce que ça n'a aucun sens. Vous serez invité à des événements un peu plus intellectuels, bancaires, ce genre de choses. Moi j'adore, donc il n'y a aucun problème. J'étais par exemple la semaine dernière aux entretiens de Royaumont, c'est un truc plus politique, lié à la finance, ce genre de choses. Mais moi j'adore, donc il n'y a aucun problème. Et si vous aimez pas, c'est un peu dommage parce que vous n'aurez pas accès en fait à des événements qui sont nichés mode lifestyle, parce que vous n'en faites pas. Et les marques ne voudront pas aller avec vous parce que vous n'en faites pas. En fait, pour moi, il faut simplement faire un truc qui vous intéresse, tout simplement. Pour moi, il ne faut pas courir après l'argent, parce que l'argent viendra
avec les abonnés, c'est évident. Tant que vous faites pas n'importe quoi, vous allez attirer des gens, vous allez attirer des marques, et donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, quand vous aurez les abonnés, vous allez pouvoir progressivement vous diversifier en faisant d'autres choses. Moi, au début, je parlais que de finances de marché, vraiment, qu'est-ce que les produits dérivés, la crise de 2008, et progressivement, en ayant plus d'abonnés, j'ai été beaucoup plus grand public, tu vois, et tu t'adresses à plus de gens. Et donc forcément, les marques avec lesquelles tu collabores sont beaucoup plus larges. Et là, ça devient aussi plus marrant parce que vous avez accès à plus de choses. Mais pour moi, il faut aller dans la finfluence si ça vous intéresse un minimum. Sinon, ça serait un peu dommage de se lancer. Je sais pas toi ce que t'en penses. Tu vas faire des vidéos liées à la bourse. Bah, si t'aimes pas la bourse, que tu t'y connais pas, t'es perdu en fait très rapidement, quoi. Tu risques de dire n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut rebondir, hein. La première chose que tu as dit, c'est qu'effectivement, quelle que soit notre passion, dans tous les cas, faut se lier aux trois fameuses thématiques, soit l'argent, globalement, hein, donc l'entrepreneuriat, l'investissement, donc la finfluence, soit la santé, par exemple les coachs sportifs ou tout ce qui est en rapport avec le sport, le fait de se sentir mieux, ou alors les relations hommes-femmes, le couple, les enfants, etc. Si on arrive à lier sur une de ces trois thématiques, forcément, on va intéresser un petit peu plus les gens, parce que c'est ce qui impacte le plus, c'est ce qui nous impacte le plus. Voilà, c'est ça. En fait, tu le vis au quotidien. Si je te dis, t'as pris des trucs sur le métro, comment tu peux être une fois j'ai fait une astuce, c'était tu peux être remboursé parce qu'il y a eu des grèves dans le métro. Bah à Paris, tout le monde en fait a eu le problème du métro, donc en fait tu peux être remboursé comme ça. Et en fait tu parles des choses du quotidien qui touchent les gens. Et les gens, en fait, déjà, quand tu leur parles de l'argent, ça les fait vriller en général parce qu'ils en ont marre. Donc, en fait, tu vas les toucher. Et les gens qui parlent aussi, de couple, de relations, c'est leur ça, c'est très fort. Ouais. Les relations au travail. Ça peut être, voilà, tu veux parler de relations. Relations au travail, avec des amis, ta famille, les relations hommes-femmes, sur les trucs qui, sur la drague, fonctionnent énormément. Parce qu'il y a des gros problèmes. Aujourd'hui, les relations interpersonnelles sont ultra présentes. Même s'il y a les réseaux sociaux qui ont un peu dystopié tout ça. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Donc, en effet, il y a quelques niches. Et après, il suffit de les recouper avec ce que toi t'aimes. Et là, ça va fonctionner. Et après aussi, une autre astuce que je dirais aux gens, c'est, si pendant 3 mois, vous faites quelque chose, ça fonctionne pas, changez. Ça sert à rien de persévérer. De toute façon, faut regarder. Si vous avez fait 100 vidéos et que ça marche pas du tout, allez, faites autre chose. Peut-être qu'il faut changer une ou deux choses. Peut-être pas changer de niche totalement. Peut-être que vous avez mal pris l'angle et le prisme pour aborder les vidéos. Mais si vous faites 100 vidéos, vous n'avez pas trop d'abonnés, en fait, il y a un risque de persévérer dans quelque chose qui peut-être va fonctionner, mais si ça va vous apporter, si votre objectif c'est 100 000 abonnés et que ça vous en rapporte 10 000 par an, ok, concrètement, il faut 10 ans. Donc après, moi je pense quand même que le nombre d'abonnés, on s'en fout. C'est pas l'objectif. Oui, ça vous permettre forcément d'aller plus loin. Je suis d'accord, les marques vous payent en fonction de votre nombre d'abonnés. C'est vrai, vous avez accès à plus de choses quand vous avez plus d'abonnés. Mais ça doit pas être la métrique numéro 1. Surtout quand on commence. Quand on a après beaucoup d'abonnés, forcément on a envie d'en avoir plus, mais quand on commence, normalement les abonnés vont venir assez rapidement parce que de toute façon personne ne vous connaît, vous pouvez que monter de toute façon. Et donc en effet, je pense qu'il faut pas courir après les abonnés, il faut plus courir derrière, apporter de la valeur aux gens et normalement les abonnés viendront. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais est-ce que tu as un avatar un peu type de la personne qui te suit, de ton abonné? Ça dépend des réseaux. C'est pour ça que tout à l'heure on disait, selon ce dont vous parlez, vous n'aurez pas la même plateforme prioritaire. Et par exemple, moi sur TikTok, 50% des gens, je crois, ont entre 18 et 24 ans. Et sur Instagram, je crois que c'est genre 40%, entre 25 et 34 ans. Concrètement, la plupart de mes abonnés ont entre 18 et 35 ans. En fait, c'est des gens qui sortent du lycée, qui commencent à aller en études. Donc des petites astuces pour les étudiants. Je donne énormément d'astuces pour les étudiants sur les aides sociales, comment économiser de l'argent. Et en fait, aussi pour des gens qui sont jeunes cadres dynamiques, qui viennent de se lancer dans l'emploi et qui ont envie aussi de préparer leur retraite. Honnêtement, je pense qu'on n'aura pas de retraite. Donc, si vous voulez vous préparer maintenant, c'est commencer à investir, économiser de l'argent. Mais je vous dis pas, en fait, d'économiser 10 000 par mois ou 1000. On sait bien que c'est pas possible. Ça dépend de votre salaire. Mais de mettre un peu de l'argent de côté. Moi-même, je dis, même si vous l'investissez pas, vous le mettez, en fait, sur un compte que vous touchez pas. Vous aurez de l'argent, au pire, qui est économisé. Alors, moi, je dis quand même, investissez-le un peu parce que il y a l'inflation. Mais même, le mettez même pas sur de la bourse si vous voulez. Mettez même sur un livret à 3%, c'est déjà mieux que rien. Sur des plans qui sont un peu spécifiques dans les banques qui rapportent 4% ou 6%. Je suis un qui rapporte 6%, j'ai plus le nom en tête. Mais, le LEP. Ouais, voilà. Et donc en effet, faites-le parce que dans tous les cas, ce sont de l'argent qui est totalement couvert en fait par l'État, donc vous n'avez aucun risque et ça va vous rapporter un peu. Et dans tous les cas, ça va vous forcer en fait. C'est une bonne pratique. Les gens n'ont pas cette pratique d'économiser de l'argent. En fait, aujourd'hui, vous avez un problème, votre voiture tombe en panne, on vous dit ça coûte 5 000 €. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez en fait devoir faire un prêt à la consommation et derrière vous allez avoir des taux très élevés. Et en fait, d'avoir un peu l'argent de côté,
des fonds d'urgence, comme je le dis toujours, 3 à 6 mois de salaire ou de loyer, enfin pas de loyer, de vie, en fait. Vous mettez de l'argent de côté et ça vous sera utile. Mais ça vous sera utile pour n'importe quoi, en fait. Si d'un coup vous avez un problème, vous êtes malade ou quoi, votre télé tombe en panne, votre voiture, vous avez des problèmes, ça vous sera toujours utile de mettre de l'argent de côté. Et comme je dis souvent, est-ce que vous avez besoin de l'iPhone 15 Pro Max? Non. Personne n'en a besoin, honnêtement. Vous avez besoin de mettre de l'argent de côté pour préparer votre retraite. Dans 40 ans, bon, les gens ne pensent pas sur 40 ans, d'accord, mais vous avez des enfants, vous avez besoin d'habiller vos enfants, je sais pas, si vous voulez dans une école privée, payer l'école, payer leurs futures études. En fait, vous avez toujours besoin d'avoir un petit capital de côté pour préparer. Après, je suis d'accord que quand vous gagnez 1 500 € par mois, c'est impossible. Mais il faut quand même se dire qu'il faut mettre un peu d'argent de côté. Même je dis pas beaucoup, même 100 € par mois, ça vous sera toujours utile sur le long terme, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et vous pouvez pas compter sur des coups du sort. D'un coup, vous allez gagner 10 000 € quelque part. Ça n'existe pas. Il faut vivre dans la réalité. Ouais. Il faut mettre un peu d'argent de côté. Et si vous en avez un peu plus, investissez-le forcément. Moi, je dis la bourse, l'immobilier, qui sont la classique, hein, comme on dit, et qui sont quand même en général les valeurs, c'est sûr. La bourse, ça va prendre. Au pire, la bourse, vous perdez sur 5 ans, pas grave. Dans 20 ou 30 ans, vous serez gagnant. Vous serez gagnant, c'est évident. Parce que ça revient à ce qu'on disait, le long terme ne perd jamais en fait. Le long terme ne peut que gagner. Donc c'est le principal conseil que j'ai aux gens. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une inflation qu'il faut prendre en compte sur tous les aspects. Si on travaille pas ces aspects-là, ça va naturellement se déprécier. Il y a l'argent. Donc si notre épargne, si l'argent qu'on gagne, on ne fait rien avec, il va y avoir l'inflation et de toute façon, ça va se déprécier avec le temps. En fait, c'est une taxe invisible. C'est une taxe invisible. En fait, tu le vois pas, tu laisses ton argent, il se passe rien. Et le pire, c'est qu'on nous dit, oui, mais la bourse c'est très risqué, alors qu'on sait que sur du long terme, c'est 0,1% de chance de perte. On a 100% de chance de perdre avec l'inflation, 0,1% de chance de perdre de l'argent avec la bourse. Mais en France, on est quand même inculqué sur le fait que comme c'est volatile, c'est très risqué. Et puis voilà, on nous incite pas. Tu vois, la disponibilité. En fait, disons que tu vois, on dit on investit sur 20 ans. Mais en fait, si la bourse, toi, t'as besoin de l'argent dans 1 an et que t'es à moins 20%, t'as perdu 20%. Alors potentiellement, avec l'inflation, t'as perdu peut-être 5%. Tu vois, mais l'inflation, c'est un piège parce qu'en fait, ton argent sur ton compte en banque n'a pas changé. T'as mis 10 000 €, il reste 10 000 €. Mais tu peux juste moins acheter de choses. Ouais. Mais après, tu vois, l'inflation, ça dépend aussi de ce que tu achètes. Tu vois, l'inflation n'est pas la même alimentaire ou pour acheter un autre bien. En fait, ça dépend de tous les biens, tu vois, forcément. Faut que tu achètes un iPhone, l'inflation, elle est élevée, il n'y a pas de problème. Mais psychologiquement, ton argent n'a pas bougé sur ton compte. Donc en fait, toi, tu vois 10 000 €, ça n'a pas changé. Tu dis, j'ai rien perdu parce que tu dis pas, en fait, l'inflation, tu peux rien y faire de toute façon, en fait, tu vois. En fait, toi, tu peux rien y faire. Alors que la bourse, c'est toi qui as fait quelque chose. Et après, tu auras des regrets. En fait, les gens, en fait, ont des regrets. En fait, ont peur de la bourse parce qu'en fait, je pense beaucoup de nos parents, peut-être, en 2008, ont perdu de l'argent. Tout le monde a perdu de l'argent, sauf que quand tu as mis peut-être 20 000 €, qui est peut-être toutes tes économies, tu as fini avec 10 000, c'est bon, à vie, tu es traumatisé. Et tu vas dire à tes enfants, l'argent, la bourse, c'est le mal, il faut pas faire ça, c'est horrible. C'est une des vidéos que j'ai fait, une fois, vraiment, à chaque fois, l'intro. Et mon père, il m'en parle à chaque fois, c'est la bourse, c'est le mal. Et parce qu'en fait, en parlant des gens, tu vois, qui ont 50 ans, qui ont été traumatisés par 2008, tu vois, justement, parce que t'as perdu de l'argent. Mais je suis d'accord, il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent avec des cryptos, qui ont acheté le bitcoin à 60 000, tu vois. Et malheureusement, après, tu vois, c'est redescendu à 15 000. Si t'as vendu, t'as fait diviser par 4, t'achètes plus jamais de crypto de ta vie, ni de bourse, en fait, tu vois, lié à ça. Et en fait, les gens ont des mauvaises expériences parce qu'on leur a peut-être mal expliqué. En fait, beaucoup de gens se lancent dans le trading, dans la bourse, tout seul. Et moi, je dis aux gens, faut, au pire, aller voir des banquiers qui vont peut-être mieux vous conseiller, qui vont vous conseiller des choses. Peut-être des assurances vie, vous allez moins gagner, il y a énormément de frais, mais au moins votre capital sera un peu protégé, vous aurez une performance limitée, mais vous aurez gagné un peu. Il vaut mieux gagner 6% que perdre 4% d'inflation, ou 5%. Mais ça, je suis moyennement d'accord parce que les banquiers, je trouve que pour une grande majorité, sont incompétents. Voilà, c'est ça. Ils sont incompétents et je suis plutôt à prôner l'autonomie, tu vois. C'est-à-dire mais l'autonomie, parce que toi, tu t'y connais énormément en bourse. Oui, mais je suis parti de zéro, tu vois, j'ai pas du tout de... Parce que t'as eu la curiosité de te former par toi-même. Et les gens, en fait, n'ont pas cette... En fait, d'expérience, je sais que les gens n'ont pas cette curiosité de se dire en bourse. En fait, ils vont voir, tout le monde parle d'Apple et Tesla, ils vont acheter Apple et Tesla. Et si d'un coup, on te parle d'une petite boîte, mais en France, les gens vont commencer à l'acheter sans raison. Et juste parce qu'on en parle beaucoup sur Twitter. Et moi, j'ai peur. Je suis d'accord, je prends aussi l'autonomie, mais j'ai peur que les gens se lancent en fait à corps perdu dans un truc sans regarder en fait derrière l'entreprise. Ils vont se dire c'est l'entreprise du moment, je connais un influenceur qui en a parlé, un influenceur qui a été payé grassement sans le dire, collaboration non affichée pour parler de la boîte, et en fait la boîte c'est une bouse et les gens vont perdre de l'argent. Et en fait moi j'ai peur que les gens pensent se dire
je suis autonome. Et en fait, pas du tout. Les gens sont pas autonomes. Ils ont entendu parler d'une action sur Twitter, sur TikTok, comme quoi c'est l'action du siècle. Et après, ils perdent. Alors, moi, je suis d'accord d'être autonome si tu fais bien tes recherches. Mais après, il y a ça peut aussi être un déclic. Le fait d'avoir fait une erreur en bourse et d'avoir, suivi des influenceurs, tout le monde l'a fait. Hein. Moi, je l'ai aussi fait. Je pense que la plupart des gens ont déjà fait ça. En commençant à s'intéresser à l'investissement, au début, t'as une confiance absolue, mais au moins, t'es lancé en fait. Et déjà, tu comprends que, ok, la bourse sur du long terme, c'est gagnant. Ok, il faut penser à mon futur. Il faut que je commence à analyser des sociétés. Qu'est-ce que lui me dit? En fait, lui, j'ai essayé, c'était pourri, comme les cryptos à l'époque. Et là, ça va recommencer, je pense. Mais ça crée un déclic et ça crée un cheminement qui est bon, je trouve, tu vois. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans. Peut-être qu'à la fin, ils vont se renseigner, ils vont lire, suivre des formations, aller à des séminaires, faire quelque chose qui va leur permettre de vraiment devenir autonome, tu vois. Mais faire des erreurs, c'est pas grave. Ah bah non, mais de toute façon, tout le monde perd de l'argent en bourse au début. Enfin, tu deviens pas. C'est clair. Mais ça, c'est clair. En fait, moi, je suis d'accord. Si dans ton cheminement, le gros truc, c'est que tu t'es posé des questions et tu t'es demandé pourquoi t'as perdu. Si tu perds 20% et tu te dis, oh, la bourse elle est contre moi, je perds et tout. Ouais, je suis en d'accord. fait, tu vas rien apprendre. Tu vas faire les mêmes erreurs en boucle. Peut-être que t'as acheté cette boîte alors que cette boîte a perdu genre 10 contrats et toi tu te dis, j'achète quand même parce qu'ils vont récupérer d'autres contrats. C'est peut-être une bourse. Ou c'est la bourse, l'action fait que perdre depuis 10 ans des parts de marché, le cours ne fait que chuter. Tu dis, allez, je mise que ce soit un GameStop, ça va repartir x100. Voilà. Donc là, tu fais des erreurs. Si t'apprends des erreurs, là oui, tu vois, c'est bien. Il y a quand même le truc, c'est que si t'apprends pas des erreurs, c'est le problème. C'est moi aussi, tu vois, j'avais commencé sur les cryptos, c'était il y a 2017, je crois. Il y avait John McAfee, je sais pas si tu connais, John McAfee, qui en fait, il faisait les crypto of the day. Je sais pas si vous voyez ce qu'il faisait. Tous les jours, il mettait sur Twitter le nom d'une crypto. La crypto, dans la minute, faisait x2, x3, elle explosait. Et tout le monde, en fait, essayait de timer le marché. Parce qu'en fait, moi-même, je me disais, tout le monde va acheter. Donc, en fait, il faut juste que j'achète plus tôt et rentre plus tôt que les gens. Sauf qu'en fait, ça faisait planter. À l'époque, j'étais sur Kraken. Ouais. En fait, il disait, vous avez acheté genre à 1. Et après, il mettait, vous avez revendu à 1.2. Et en fait, la réalité, c'est que la plateforme avait bugué. Toi, t'avais acheté en fait à 1.5 et t'avais revendu à 0.6. Et il t'affichait pas ça, tu vois. Et à la fin, au bout d'une demi-heure, il te mettait, ouais, vous avez pas eu l'argent. Je me suis dit, mais quoi, ça pas eu ça et tout. Et tout le monde manipulait le marché et c'est n'importe quoi. Et en fait, à la fin, tout le monde comprenait que c'était juste des manipulations. Que lui, je pense, achetait l'action l'action de la crypto avant. Et il la revendait massivement au pic, quoi. Et il manipulait et c'était du grand n'importe quoi, tu vois. Et les gens ont perdu beaucoup d'argent, je pense, comme ça, parce que tu te faisais manipuler, en fait, en boucle. Et si t'avais genre 1 minute de retard, t'es mort. Ouais. Il y avait des gens qui avaient des bots qui, dès qu'ils faisaient un tweet, ils achetaient la crypto et ils ont fait beaucoup d'argent, c'est évident, tu vois. Ouais, mais voilà. Mais ça, du coup, ça t'a appris, ça m'a appris, ouais. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, tu te dis, ouais, c'est le coup du siècle, je mets 1000. Voilà, tu finis avec 5. Super. Et t'as plus envie. Et je comprends les gens. En fait, on est quand même dans un monde où les gens ont quand même pas trop d'argent, tu vois. Et si tu perds le peu d'argent que t'as, ou le pire, c'est les gens qui misent tout sur ça et qui mettent, aller all-in sur une crypto inconnue ou une action inconnue, le truc s'effondre et t'es mort. Et en fait, derrière, tu peux avoir brisé des familles qui ont fait n'importe quoi. Ça peut vraiment bouleverser des familles. C'est un peu dommage des gens. Et c'est pour ça que je dis, si vous y connaissez pas trop, que vous voulez pas trop faire ça, au pire, faites-vous accompagner. J'ai dit votre banquier, ça peut être même des conseillers en gestion de patrimoine, des gens. Alors ça requiert quand même un peu d'argent, mais faites pas n'importe quoi parce que c'est quand même votre argent. En fait, c'est votre argent. Donc en fait, si vous voulez gagner de l'argent, il faut quand même réfléchir un minimum, tu vois. Si vous faites de la spéculation, tentez, comme on dit, des YOLO Tesla, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui achètent, comme on dit, des calls, des produits dérivés sur Tesla, ok, bon, ça. Mais ça, c'est quand t'as envie de rigoler, tu te dis, bon, allez, on tente, et voilà, tu vois. Mais si tu joues toutes tes économies, vaut mieux gagner 5% par an pendant 20 ans, plutôt que de tenter un x 100 en 1 an. Ce qui n'arrivera jamais. Ouais, totalement d'accord avec toi, ouais. Alors, du coup, tout à l'heure, tu parlais de quelqu'un qui gagne 1 500 € pour toi, ne peut pas épargner ou pas investir. Qu'est-ce qu'il peut faire alors? En fait, il peut alors investir, pour moi, ça va être compliqué. Parce que tu peux pas, d'abord, il faut toujours prioriser quand même l'épargne. Il faut quand même mettre de l'argent un peu de côté, même 100 € par mois, c'est toujours utile. Sur 1 an, ça fait 1200. Au pire, ça te paiera un voyage, tu peux payer tes cadeaux de Noël, ce que tu veux à quelqu'un, tu vois. Mais ce qu'il peut faire, moi, je pense que le premier point, c'est déjà réduire ses dépenses. Alors, pardon. Je pense que le premier point, il peut essayer de réduire ses dépenses. Et moi, et là, en ce moment, typiquement, moi, pour décembre, j'ai fait le calendrier de l'Avent pour révolutionner ses finances personnelles. Et typiquement, c'était avant-hier, j'ai fait une vidéo sur renégocier vos assurances et vos abonnements.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, si vous dépensez plus de 20 euros par mois sur le téléphone, ça n'a aucun sens. Vous allez chez les opérateurs avec sans engagement, Red, Soch, Free Mobile, vous avez 20 euros par mois, tout illimité. Il n'y a aucun intérêt de payer plus cher. Pareil, les abonnements Freebox ou de box internet, vous ne devez pas payer plus de 20 ou 30 euros, mais grand max, parce que tout est négociable. En plus de ça, voilà, vous allez devoir aller négocier tout ça. Les assurances, hier vidéo sur les assurances emprunteurs. Changez d'assurance emprunteur. Quand vous signez votre prêt, la banque vous fait prendre l'assurance d'elle-même, en fait. Vous changez, vous pouvez économiser 5 à 10 000 euros sur tout votre prêt, sur 25 ans. Et chez quelle assurance on peut aller, par exemple? Ah, mais n'importe laquelle. Vous allez sur des comparateurs, vous mettez tous vos trucs et ils vous font changer. Moi, je suis passé de Crédit Agricole, par exemple, je crois, je dirais pas en fait. Moi, j'ai changé tout simplement, tu vois, de banque pour l'assurance, mais en fait, ils vous proposent du style 10 banques différentes ou des assureurs et qui vous font économiser de l'argent. Tout simplement parce que vous allez diminuer par 2 ou 3 le taux. Et donc voilà. Et en fait, c'est grâce à la loi Lemoine. Parce qu'avant, en fait, vous pouvez pas changer. Oui. Là, en fait, maintenant, vous pouvez changer dès le lendemain. Bah oui, vous voyez tout l'intérêt. Tout le monde va avoir des clients qui ont des prêts. Bah voilà, ils vous font changer. Eux, ils récupèrent un peu d'argent et ils ont un nouveau client. Donc, il faut donc changer ses habitudes. Pareil, est-ce que vous avez besoin de Disney, Prime, Canal+, Disney+? Mais non, on s'en fout, ça sert à rien. Regardez déjà tous les films Netflix, ça vous prendra des années, quoi. Et donc, prenez un seul abonnement, voire 0. Bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui, tu vois. Mais diminuer les abonnements, c'est évident parce que vous pouvez facilement économiser entre 100 et 200 euros par mois d'abonnement, c'est évident. Donc après, il y a ça. Et après, il faut essayer, en fait, de lancer des business à côté. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous dites ça c'est que pour les riches et que pour les gens qui sont sur les réseaux, qui ont ci et là. Et en fait, non, vous pouvez vous lancer. Peut-être que ça requiert d'avoir une petite formation avant. Vous allez devoir chercher sur Internet, vous creuser. Mais même si vous faites un complément de 500 euros par mois, de passer de 1500 à 2000, ça change totalement, je pense, des familles en fait de gagner un peu plus. Donc il faut essayer de gagner de l'argent de manière supplémentaire. Même un truc très simple. Vous avez les gens ont une accumulation d'habits. J'en suis convaincu. Vendez les habits que vous n'utilisez pas. Très simple. Vous les avez pas mis en 2000, vous les mettrez pas en 2024. Vendez-les. Maintenant, c'est terminé. Ça ne sert à rien de garder des habits que vous mettez pas. Vous dites, oui, je les mets une fois par an. Ça sert à rien non plus. Vendez-les. Vous allez récupérer de l'argent. Au pire, vous pouvez acheter de nouveaux habits. Vous serez content. Ou vous allez gagner de l'argent un peu comme ça. Et en fait, il faut trouver des petits moyens un peu comme ça pour gagner un petit peu plus d'argent. Alors, évidemment, on parle beaucoup de création de contenu parce qu'on peut gagner de l'argent un peu facilement en disant, c'est pas aussi simple. Mais oui, vous pouvez gagner de l'argent en faisant des vidéos, aussi bien par les vues que par les partenariats. En fait, sur TikTok, vous gagnez 20 euros par million de vues. Si vous êtes dans l'ancien fonds de créateur, alors non, en fait, j'ai une bêtise, il va disparaître, je crois, en 2024. Mais vous avez 20 euros par million de vues, ouais. Sur l'ancien fonds de créateur, pas le bêta. Ok, c'est pas grand-chose. Ah, c'est pas grand-chose. Oui, je te le concède. Et mais si vous faites plusieurs millions de vues par an, vous allez gagner de l'argent. Bon là, le mieux c'est avec le nouveau fonds de créateur. Vous faites vidéo de 1 minute 01. Ah oui, voilà. C'est ça. En théorie, c'est 600 euros le million. C'est pas ça, mais même, ça fait 300 euros le million. Si vous faites 2 millions dans l'année, vous faites 600 euros, complètement. Donc, c'est plutôt bien. Et en fait, vous trouvez des petites astuces comme ça. Je vous promets pas de gagner 10 000 euros d'un coup. Mais si vous trouvez quelques astuces qui vous rapportent 100 ou 200 euros par mois, en fait, ça peut vous aider amplement. Et voilà, je dis aux gens, ça va pas changer drastiquement votre vie. Faut être honnête avec les gens. Vous n'allez pas devenir millionnaire, vous n'allez pas gagner 10 000 euros par mois. Mais, si ça vous permet de vous sortir, en fait, de gagner 1 500 à 2 000 euros, vous allez plus avoir ce stress en continu. Peut-être qu'après, ça va vous libérer l'esprit pour faire autre chose, en fait. Vous serez peut-être plus heureux dans votre vie. Donc, vous allez essayer de meilleures choses dans votre vie. Et donc, ça va peut-être changer tout simplement tout ce que vous faites. Tout simplement. Ok. Donc, déjà, effectivement, ça peut sortir, la création de contenu, potentiellement, peut sortir de la précarité. Bah ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est un téléphone. C'est ça, c'est quand même assez dingue. Moi, je trouve que c'est très fort. Et le truc dont tu as parlé tout à l'heure, le fait que ça permet d'avoir des expériences qui sont différentes, en fait des expériences qui ne sont pas achetables. Le fait que tu sois invité dans des salons, le fait que, surtout quand on est bien spécifique dans une thématique, je trouve que c'est très fort et on est invité en tant qu'expert dans un domaine, on va parler devant des gens, ça c'est juste incroyable, rencontrer des gens, et ça c'est des choses que même avec beaucoup d'argent on ne pourrait pas acheter. C'est vraiment la notoriété, le fait d'être invité. Et ça, c'est très fort. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Comme tu dis, il suffit juste d'un téléphone, d'une connexion Internet. Donc, normalement, à peu près tout le monde a cette possibilité-là. Et ça permet effectivement de dégager potentiellement un complément de revenu, même assez rapidement, on va dire, assez rapidement en quelques mois, de plusieurs centaines d'euros potentiellement. Ah bah oui, facilement. Ouais. Si on le fait bien. Mais en effet, tu vois, ce que tu disais, c'est que tu vois, en effet, l'argent... on peut t'acheter quand même 99% des choses, en effet.
Mais je pense qu'on vous invitera pas en fait à parler pour votre expertise. Voilà. Enfin, en effet, si c'est ton père qui t'a donné 100 millions d'euros, on va pas t'inviter pour dire parle-moi de comment t'es devenu riche. Il s'est rien passé dans ta vie, hein. On t'a juste donné de l'argent, tu vois. Alors que là, juste parce que t'as des abonnés, donc c'est un peu la nouvelle preuve sociale. Ouais. Aujourd'hui, t'as pas besoin de t'habiller avec des gros logos Gucci. Moi, c'est ça qui me fait rire. Parfois, je vois des youtubeurs, des gens connus qui s'habillent avec des très gros logos, Ouais, c'est ridicule. qui est un peu pour montrer qu'ils ont de l'argent. Je sais bien que si t'as 5 ou 10 millions d'abonnés, Ouais, bah, que t'es blindé, il y a aucun problème là-dedans, donc ça ne sert à rien en fait de faire ça. Mais en effet, quand t'as des abonnés, t'as une preuve sociale qui est incroyable, qui donne une crédibilité, et donc on va t'inviter à parler voilà en tant qu'expert, alors que nuance, tu n'es probablement pas expert. ouais. Moi, l'autre fois quand j'ai été invité, c'était pour parler de l'avenir de la France. Êtes-vous optimiste? J'ai pas 40 ans d'expérience en politique pour parler aux côtés de un ancien ministre et de l'ancien président du MEDEF. Ouais. C'est parce que tu as des abonnés, tu veux parler à des gens plus jeunes, tu veux parler de l'entrepreneuriat en ligne, en 2.0. Et c'est pour ça qu'on m'invite, tu vois. Mais il n'y a pas de raison, je suis pas un génie. Enfin, il faut aussi, je pense, prendre ça en compte, c'est que les gens sur les réseaux, comme j'ai dit tout à l'heure, sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas des génies. Il faut pas non plus idolâtrer les gens qui ont des abonnés, qui peuvent vous dire n'importe quoi, qui sont peut-être pas des gens bien. C'est pas parce que vous avez des abonnés que vous êtes quelqu'un de bien. Mais en effet, ça vous donne une crédibilité qui est extrêmement puissante au XXIe siècle. Quand on sait que quand Kylie Jenner avait tweeté à propos de Snapchat, en se questionnant qui utilisait Snapchat et que l'action avait chuté de plusieurs pourcents, soit des milliards en bourse, on voit bien la puissance d'avoir des abonnés aujourd'hui. Et je pense que les gens qui s'en rendent compte aujourd'hui, c'est très bien. Il faut pas s'en rendre compte dans 10 ans. Moi-même, je m'en suis rendu compte il y a 3-4 ans. C'était déjà un peu tard. Mais il faut s'en rendre compte aujourd'hui, en fait. Quand vous voyez des gens et que vous dites, mais pourquoi cette personne est invitée à cet événement? Pourquoi il va là? Mais la question, elle est facile à répondre. C'est parce que la personne a des abonnés. T'as envie d'aller à des Fashion Week, fais du lifestyle, t'as 50 000 abonnés, tu vas faire des Fashion Week. Ouais. Mais c'est évident. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des petits créateurs et tout qui vont montrer, qui vont faire parler de ça. Surtout qu'en plus, vous allez sûrement y aller gratuitement. Donc en plus, ça les arrange. Donc en effet, si vous avez des abonnés, vous allez être invité à des événements. Moi, j'ai des amis qui sont invités, qui sont allés voir la Coupe du Monde au Qatar, genre d'événements, quoi, et tout. C'est exceptionnel. Si vous dites, je suis jaloux que cette personne fait ça, faites la même chose, tout simplement. Il n'y a pas de secret. C'est sous vos yeux. Faites-le. Ouais. Je dis pas que c'est simple. Ça va prendre un peu de temps. Mais moi, comme je dis, j'ai commencé les réseaux en me disant, je joue beaucoup à Fortnite. Est-ce que je ferais pas un truc utile ou un truc qui serait utile dans ma vie? Bah voilà, j'ai commencé à faire les réseaux, tout simplement. Et donc j'ai arrêté de jouer un peu à Fortnite. Et maintenant, je m'y suis remis parce que j'ai plus de temps. Mais en fait, à un moment donné, c'est est-ce que tu as envie de regarder Netflix le soir de 21h à 1h du mat? Bah ok. Tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je juge pas les gens sur ça. Mais derrière, tu peux pas te plaindre que ta vie ne change pas si tu ne fais rien pour changer. Il faut après prendre sa vie en main, se poser des questions. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que vous allez faire 10 000 euros, que vous allez avoir 10 millions d'abonnés, ça va changer votre vie. Mais même parfois se poser les questions, vous allez vous dire, est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Et peut-être pas. Bah, pose-toi la question, commence à postuler, tu changes ton CV, tu essaies de faire des formations, tu t'améliores, tu changes de travail, dans 3 mois, tu as changé de travail. C'est évident. Alors, je dis pas que c'est simple, il faut se donner. Mais quand on se donne, en général, le monde est assez fait en sorte que les gens qui travaillent dur réussissent. Ouais, clairement. Ok. Et est-ce que tu as peut-être des conseils supplémentaires à donner à quelqu'un qui veut se lancer demain, quelqu'un qui voit cette vidéo, qui se dit bon bah écoute, merci beaucoup Charles, je vais me lancer. Qu'est-ce que je fais concrètement? Bah, je pense que le étape par point, étape. c'est le premier point. Bon, déjà évidemment, c'est de prendre un smartphone. Je pense que c'est obligatoire. De toute façon, pas le choix. Non, mais plus sérieusement, je pense que le premier point, c'est d'essayer et de passer le fait de. En fait, moi, ce qui m'avait toujours réfréné à faire des vidéos, c'était le regard des gens. Et même, mais pas le regard des inconnus. Parce que les inconnus, dans tous les cas, tu les connais pas. Ouais. Le regard des gens qui t'entourent. Moi, j'ai pas dit aux gens. Par exemple, ma famille a su que j'avais des réseaux. Au bout d'un an et demi, je pense, j'avais genre déjà 500 000 abonnés. J'aurais pas dit parce que bon, après, on vit pas dans la même ville, donc ils s'en foutent en vrai. Mais même aux gens autour de moi, moi, par exemple, on rencontre aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai des réseaux. Au pire, les gens m'en parlent ou quoi, mais je ne le dis pas. Et en fait, les gens ont peur de la réaction de leurs amis et de leurs proches parce que quand tu commences, c'est vrai que la première chose que tu te dis, les gens vont se moquer de moi. Et c'est vrai, mais c'est ce qui va arriver, Ouais. évidemment, parce que les gens vont se dire, oui, il se prend pour Squeezie et tout, il veut faire des vidéos et tout. Parce que les gens le prennent pas sérieusement. Mais il faut passer outre cela, se dire que moi, j'ai envie de le faire sérieusement. J'ai un projet, je veux faire quelque chose de cool. Et en fait, si vous apportez de la valeur, et aujourd'hui, moi, je connais des gens qui travaillent dans des banques d'investissement, du style du Goldman Sachs,
du JP Morgan qui font des podcasts, par exemple, qui interviewent en fait des gens qui sont dans la niche de la banque d'investissement. Et c'est hyper stylé. Et ils font des vidéos. Bêtement, en fait, on se dit c'est des vidéos. Et en fait, il faut passer outre le regard des gens. Et une fois que vous allez passer derrière cela, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous faites des vidéos, vous essayez plein de formats différents. Tant que vous n'avez pas trouvé votre format qui marche, vous en faites plein. Et une fois qu'il y a un format qui marche, vous faites des séries de vidéos. Vous voyez, vous faites des vidéos, vous décryptez, je sais pas, vous analysez des boîtes, ça marche bien. Vous analysez que des boîtes, vous faites que ça en boucle. Et ça a bien marché. Une fois que vous aurez épuisé le filon, vous passez à autre chose, etc. Faut changer de format et se réinventer, tester plein de trucs. Et encore une fois, faut pas avoir peur de la qualité. Faut pas se dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, moi je suis perfectionniste, je veux pas sortir des vidéos pas dingues. Il y a plein de youtubeurs qui disent ça. Sur YouTube, c'est assez vrai, faut de la qualité. Sur TikTok, Instagram. Sérieusement. La qualité. Mais non, il y a aucune qualité. Alors oui, il y en a qui font des vidéos exceptionnelles. Je vois des mecs comme, je prends un exemple, Antoine Raka fait des vidéos très bien filmées pour du TikTok. C'est trop pour TikTok, je trouve même. Mais le mec a fait du style des 200 millions de vues en Amérique grâce à ça, grâce à des vidéos en anglais. Donc ça vaut le coup. Donc la qualité, c'est bien, mais quand vous commencez, pas la priorité. Vous pouvez pas avoir de la qualité en fait quand vous commencez. Moi, j'avais aucune expérience. J'ai aucune expérience en montage, en écriture ou quoi. Comme tout le monde qui se lance, vous commencez, vous allez vous améliorer et c'est pas grave. Tant que vous vous améliorez un peu tous les jours, c'est l'essentiel. Vous allez pas vous améliorer de 200% en une journée, ça n'existe pas. Vous faites 1% par jour. À l'année, c'est 19 000%, donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est les intérêts composés. Vous améliorez petit à petit. Vous allez proposer du meilleur contenu. Et là, vous allez vraiment devenir bon. Donc, passez outre ce que disent les gens. Prendre en compte quand même le retour des commentaires. Si vous disent que peut-être qu'il y a des raisons de s'améliorer. Parfois, il y a des gens qui sont intéressants dans les commentaires qui vous disent j'aime ou j'aime pas pour telle ou telle raison. C'est bien expliqué. Ça, ce sont des bons commentaires. Ça existe sur TikTok ? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne lis plus trop les commentaires parce qu'il y a quand même beaucoup d'insultes, tout ça, je sais pas. Et je pense que aussi, c'est un gros truc, c'est aux gens, c'est passer au-delà de toutes les insultes, des commentaires négatifs. Je sais que c'est compliqué. Quand on commence, il y en a peut-être un peu moins, parce qu'on cristallise un peu moins le débat, parce qu'on fait pas d'argent donc quand on débute, donc il y a pas, il fait de l'argent et tout. Ouais. Il y a des gens qui vont être méchants, qui peuvent vous démoraliser, mais vous vous en foutez en fait. Parce que moi, et il y a un streamer, Locklear, je sais pas si tu le connais, qui dit toujours, en fait, s'il y a un mec qui vous critique sur les réseaux, en fait, vous savez pas la journée qu'il a eue. S'il faut, à son taf, ça l'a saoulé toute la journée. Il a été insulté dans le métro, il y a un mec qui lui a marché dessus ou quoi. Et vous connaissez pas sa vie. Peut-être que c'est juste un exutoire pour lui. Et moi, je leur pardonne. Je me dis, peut-être que vous avez passé une mauvaise journée. Peut-être que vous m'aimez pas. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave. Et tant mieux. Au pire, ces gens qui commentent, ça fait du bien pour l'algorithme. On en revient à l'algorithme. Ouais, c'est vrai. Et moi, je dis aux gens, mais vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Et oui, ça va être dur. Vous allez peut-être pas y arriver. Au pire, vous allez échouer. Mais c'est pas au pire, parce qu'en fait, vous allez apprendre quelque chose sur vous-même. Vous allez apprendre peut-être comment faire des vidéos. Vous allez apprendre, ça aura à booster votre créativité et ça vous aura toujours appris quelque chose dans la vie. Parce que si vous suivez ce conseil d'une vidéo par jour pendant 1 an, ça vous crée une rigueur et une organisation de malade. Et donc, ça vous aura amélioré vos soft skills. Alors évidemment, vous n'allez pas le voir sur votre compte en banque directement, mais ça va vous améliorer dans la vie. Parce qu'encore une fois, Jeff Bezos, il n'a pas créé Amazon à 20 ans, ou à 18 ans, ou à 25 ans, ni même à 30. Et c'est un des plus riches au monde, sur le long terme, encore une fois. Parce qu'il a essayé, il a sûrement échoué au début, et c'est pas grave. Échouer, ce n'est pas problématique. Et aux États-Unis, on dit toujours, il faut valoriser l'échec, parce que ça t'apprend quelque chose. Parce que quand tu gagnes, tu n'as pas la même réflexion sur ce qui s'est passé, parce que tu te dis que tu es un génie. C'est comme en bourse. Quand tu gagnes, je suis un génie. Quand je perds, c'est la faute de la bourse. Ouais. Il faut se poser les questions. Aussi bien quand tu gagnes que quand tu perds. Et quand tu gagnes, tu te dis pas, oui, alors pourquoi j'ai vraiment réussi? Ah, c'est parce que la vidéo est folle, en vrai. Ouais. Tout le monde se dit ça, en vrai. En fait, il faut analyser pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Et ensuite, je pense que les meilleurs conseils, c'est se poser les bonnes questions, réfléchir, essayer, itérer en boucle des choses. Au pire, ça ne fonctionne pas, passer à autre chose. Qu'est-ce que tu penses du facteur chance? Faut être honnête. Il y est totalement. Moi, j'ai commencé à 3 ans, j'ai eu de la chance. Il y avait personne qui faisait de la finfluence en France. Ça, c'est de la chance. Il y a parfois des gens qui créent des trends improbables et qui explosent. Justement, quand j'étais, il y a 2 semaines dans mon débat, j'ai parlé de Sabrina Bassoun. Je sais pas si tu connais The Tube Girl. C'est une fille qui faisait des vidéos dans le métro et qui bouge son iPhone dans tous les sens et tout, et qui fait du lip sync. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Elle a commencé ses vidéos à 4 millions de vues. La dernière qu'elle a fait, genre 28 millions. Wow. En 3 mois, elle était égérie de MAC, les produits de cosmétiques. Puis égérie Hugo Boss à Fashion Week mais j'ai vu ta vidéo, en fait. T'as fait une vidéo dessus. J'ai fait la vidéo. Elle a incroyable. marché. En 3 mois, égérie de Hugo Boss.
Chance, c'est fou, chance ouais. totale. Ouais. Dans les commentaires, les gens disent des choses qui sont aussi vraies. Enfin, ça arrive plus souvent, je pense, à certains types de personnes, disons, que à d'autres. Oui, le facteur chance joue beaucoup, en fait. Ça dépend, en fait, mais c'est flagrant, en fait, pour tout. En fait, moi, j'ai déjà mis 2 fois les mêmes vidéos. Tu mets une vidéo un jour à 18h, 20 000 vues. Tu l'aurais mise le lendemain à 19h, 1 million. Et oui, c'est vrai. Ça dépend. La chance joue énormément. Après, la chance, ça se provoque. Encore une fois, tu mets une vidéo par mois, tu vas la provoquer au mieux 12 fois. Une vidéo tous les jours pendant un an, 365 vidéos, 365 fois plus de chances de réussir. Donc ça se provoque. Il faut le chercher, mais après, la joie des algorithmes fait que tu ne peux pas trop prédire, mais voilà, il faut être honnête, ça joue évidemment dans de nombreux comptes de gens qui percent. Ok. T'as dit un truc intéressant tout à l'heure par rapport aux haters. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai que j'avais eu le cas d'un hater qui était venu en message et qui m'avait insulté quoi dans tous les sens. En vocal ou en message En message vocal, par c'est texte. encore pire. Ouais, vocal, j'ai jamais Tu eu. sais pas à quoi tu t'attends parce que tu te dis allez, ouais, ça va peut-être être c'est ça. quelqu'un de cool, peut-être tu te fais insulter. Alors parfois ça m'est arrivé, je rentrais de soirée, 4h du mat, je lis un vocal d'un mec qui m'insulte pendant 1 minute. Je dis ouais, heureusement que je rentre de soirée parce que punaise. Tu lui as répondu? J'ai répondu, j'ai dit bah écoute, bonne chance, moi je m'en fous. Je discute avec eux et le pire, mais la Voilà, plupart c'est des ça. gens, je discute avec eux et à la fin ils me disent t'es grave sympa, tu réponds et tout, je te pensais pas comme ça et ça leur passe. Bah exactement, bah c'est ce cas-là que j'ai eu, c'est-à-dire que le mec m'avait insulté et je lui ai dit bah écoute, là je sais pas, enfin probablement que voilà, je sais. Abonne-toi déjà, tu vois, tu dis. Comment? Parfois je leur dis désabonnez-vous pour que vous abonnez. Ouais, c'est ça, mais je lui dis, mais c'est exactement, je lui ai dit ça dans ce sens-là. Je lui ai dit, bah écoute, enfin là, le but, enfin je comprends pas pourquoi on en arrive là, mais écoute, dis-moi qu'est-ce qui va pas, tu vois, un petit peu de psychologie carrément. Et en fait, on a discuté un petit peu, et à la fin, il m'a dit, mais non, en fait, c'est pas toi spécifiquement, c'est juste que j'en ai marre. Après, il me citait des gens, etc. Tu sais, j'en ai marre de ça. Et puis, je suis désolé, c'est tombé sur toi, truc et tout. Parce qu'il y en a aussi c'était ça, qui aiment pas la niche finance. Ouais, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. d'arnaques, Ouais. de gens qui racontent n'importe quoi. En fait, il y a plein de gens qui vous disent, bah, vous allez gagner 10% tous les mois parce que vous investissez dans un truc, dans des plans de folie à Dubaï. Non, mais c'est clair. Voilà, donc en fait, c'est normal. Et tu te dis, bah, encore un qui dit n'importe quoi, Ouais. tu vois. Mais après, bon, il y en a qui aiment pas juste ta tête. Ok, mais moi aussi, il y a des gens que Ouais, il y je en a qui vois. t'aiment pas, hein, c'est Il y en comme a, ça. je les Hein. vois, je me dis, bah, ok, oui, ça me tue, Tu les j'ai aimes pas pas. envie, tu vois. Ouais. C'est un délit de faciès parce que tu les Ouais. aimes pas, juste, t'as juste pas envie d'être avec eux. Ouais. Et t'as envie de dire, mais passe ta vidéo. Exactement. Moi, attends, les gens que j'aime pas, je ne les vois jamais, hein. Enfin, il y a personne que j'aime pas réellement, je me dis juste, voilà. Mais passe la vidéo, bloque-moi. Sur TikTok, tu peux cliquer, c'est écrit, je ne veux pas voir ce genre de contenu. Ne regarde pas ce genre de contenu. Si tu tombes sur moi, c'est que tu regardes en boucle ou que t'es abonné. Donc c'est ça qui est le plus fou, tu vois, honnêtement. Et après, bah, désolé, tu vois, après, il y a des gens qui te clashent. Ouais, c'est des clashs sympas, hein, ouais. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, t'es le Majdak du 16e arrondissement ou de Versailles, tu vois. Moi, ça me fait rire, en vrai. Pour ça me fait rire, en vrai, tu vois, je l'accepte. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, je pense. Mais moi, ça me fait rire, en vrai, c'est pas un problème de me dire ça, tu vois. Mais les gens qui t'insultent, moi, je dis juste, bah, peut-être t'as un problème dans ta vie, tu vois. Encore une fois, tu sais pas, le mec, en vrai, t'as juste besoin de se déchaîner. Il se dit, en fait, comme il a tellement d'abonnés, il va pas le voir, il s'en fout, en vrai, tu vois. Mais Ouais, il a besoin de se défouler, je pense. il a besoin de se défouler, mais il faut quand même se dire que, à un moment donné, il y en a, tu vois, si tu le fais une fois et tout, sauf qu'une fois, tu dis, bon, c'est pas grave et tout, mais une fois 1000 personnes, potentiellement, moi, j'ai pas beaucoup de haters, mais j'ai plein d'amis filles, c'est souvent les filles qui ont des problèmes comme ça, ben, elles reçoivent des messages comme ça tous les jours. Et en fait, quand tu reçois tous les jours ce genre de messages, bah, en fait, à un moment donné, ça devient quand même presque du harcèlement. Et les gens, en fait, c'est des problèmes, surtout que beaucoup sont jeunes. Et tu vois, moi, j'arrive à m'en détacher parce que je suis plus vieux, je pense, et je me dis, bah, je m'en fous. Je me fais insulter par des gens qui ont 15 ans, ça change pas ma vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais quand t'as 16, 17 ans, 18, 20 ans, bah, tu te fais insulter par des gens qui en ont 45 sur Facebook, c'est ça, tu vois, ces gens de 60 ans qui t'insultent. Bah, tu peux le prendre mal parce que tu sais, t'as pas encore vécu des choses dans ta vie, tu vois, qui t'ont un peu aidé à te construire. Et je pense que c'est un peu dommage. Je trouve ça extrêmement problématique d'ailleurs de pouvoir se déchaîner tranquillement sur les réseaux sociaux sans qu'il se passe rien. Enfin bon, ça c'est encore la législation sur les réseaux sociaux. C'est un débat encore plus large et je sais pas si un jour on résoudra ce problème qui est de pouvoir se déchaîner sans problème sur les réseaux sociaux. Bah ça se résout facilement avec une identité numérique, ça se résout très très facilement. Pas demain que ça va arriver en effet. Ouais. Ok. Et c'est quoi pour toi le pire réseau? Le pire réseau avec les plus gros haters. Bah Twitter. Twitter X, je suis désolé pour Elon Musk, mais pour moi c'est un truc de rageux par exemple. En fait, mais c'est l'algo. L'algo fait que plus tu vas dire des trucs fous et des trucs, je pense, haineux et tout, plus tu vas marcher, plus tu vas dénigrer. Alors que sur TikTok, j'ai déjà fait des vidéos où tu parles de quelqu'un qui a fait des choses bien,
bah les gens sont là, ouais, c'est bien et tout. Enfin, je suis content que le mec fasse ça et tout. C'est un petit peu plus cool. Après, la communauté TikTok est quand même pas non plus la meilleure. Mais Twitter, pour moi, c'est vraiment un truc de rageux. Et l'algo est fait comme ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de trolls. Les gens se disent, bah, ça va faire des vues, en fait. Je pense. En fait, si j'insulte des gens, je gagne 1000 euros. Et si j'insulte pas, je gagne 100. Ok, bah, tout le monde sait faire ce trade-off. Tu prends l'argent. Et donc, pour moi, c'est vraiment une communauté de rageux parce que tout le monde se lâche. En fait, Twitter, c'est le bistrot. C'est le bistrot du 21e siècle. Donc, les gens sont là, comme c'est au PMU, ils insultent tout le monde, ils sont là, ils donnent leur avis. Sauf que ton avis, ok, oui, t'as un avis, mais ton avis, il est pas du tout étayé. Tu dis j'aime pas ça, voilà, bah super. Et t'insultes quelqu'un. C'est même pas tu dis j'aime pas ça, tu déchaînes contre la personne, tu dis c'est le pire truc possible et tout, jamais vu ça. Et voilà, tu vois. Donc Okay. moi, je trouve que c'est un peu dommage sur Twitter où ça devient un peu n'importe quoi. Ça a toujours été un peu n'importe quoi, tu vois. Donc, je suis pas dessus, mais les gens en fait donnent leur avis et les gens peut-être like moins dans ma tête, les gens peut-être like moins. Et comme c'est des commentaires directement dessous, tu les vois, tu vois. Sur TikTok, Instagram, tu dois ouvrir le truc de commentaires pour voir les commentaires. Là, t'as directement en dessous, tu peux scroller, c'est beaucoup plus simple de voir les commentaires. Et t'as que des mecs qui se déchaînent, en fait, en dessous et qui se moquent. Et tu te dis, bah, pourquoi, tu vois. C'est juste des gens, en fait, qui ont envie de percer, hein. Il y en a beaucoup, c'est ça, hein. Et donc, je trouve ça dommage, en fait, sur Twitter, de faire ça. Et le réseau le plus bienveillant? Il n'y a aucun. Les réseaux sociaux, je pense pas qu'ils soient faits pour être bienveillants, parce qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est pas la bienveillance. Si la bienveillance existait sur les réseaux sociaux, ça existe, mais pour moi, très peu. En fait, le truc, c'est que pour moi, les gens bienveillants, bah, c'est comme d'habitude, c'est la majorité silencieuse. Et en fait, c'est les gens qui vont liker. Et les gens qui likent, beaucoup ne commentent pas, en fait. En fait, c'est comme pour les produits. Quand tu achètes un produit qu'il est bien, est-ce que tu commentes? Exactement. Bah non, tu commentes pas, tu t'en fous. Tu vas te plaindre, tu ne fais que te plaindre. Dans la vie, tu fais que te plaindre, parce que c'est ce qui marche, en fait. Donc les gens il y a des gens dans les commentaires qui te disent ouais c'est cool, tu m'as appris un truc et tout. Et après parfois il y en a qui se déchaînent sur toi et c'est eux qui vont mettre en avant. Et il y en a qui après les gens qui vont liker, qui trollent en plus et tout. Et donc ça en rajoute des choses. Mais les gens bienveillants, malheureusement sur les réseaux ne parlent pas trop parce que je sais pas si c'est mal vu d'être bienveillant, de dire ouais c'est cool ce que tu fais et tout. Et c'est dommage tu vois parce que c'est eux qui t'aident en fait tu vois. Quand t'as 10 000 likes, bah c'est juste des likes, ça a l'air hyper simple. Un mec qui a écrit un commentaire négatif, tu sais, il a pris le temps, il a fait le truc. Et quelqu'un qui a écrit un commentaire positif, je dis, bah, c'est cool, quoi. Tu vois, la personne a pris de son temps, elle a vraiment vu la vidéo, elle se dit, il y a une raison de t'apprécier, tu vois. Les gens, après, qui se déchaînent, ils voient même pas tes vidéos et tout, bah, je trouve ça dommage, tu vois. Mais les réseaux sociaux ils font une part belle, en fait, à ce genre de messages et de commentaires, donc c'est assez dommage. Mais après, je pense que tous les réseaux sont assez similaires, sinon, en termes de toxicité, si on veut en parler comme ça. Ok. Ouais. Ok, bah, est-ce que t'aurais peut-être Non, pardon, où est-ce qu'on pourrait te retrouver, du coup, Charles? De partout. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Charles Sterling, exactement. Donc, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Pinterest et même Dailymotion maintenant, tu vois, pour te dire, je suis vraiment de partout. C'est vrai? Pinterest, ça marche bien? Oh, bof, quelques milliers de vues par mois. Écoute, j'y suis pour y être, quoi. C'est vraiment pour le principe de dire, je suis sur tous les réseaux, dans le doute. J'aime X, faut pas croire. Je poste rien, j'ai arrêté, je trouve ça marchait pas vraiment. J'essaierai peut-être un jour. Je vais me mettre à LinkedIn aussi, donc vraiment présente partout, cool. Sur tous les réseaux. Bah écoute, encore merci pour tous tes conseils, pour tout ce que t'as partagé. Et de toute façon, on se dit à très vite. À très vite. Et mon dernier conseil, je dirais de faire attention à ce que disent les gens sur Internet. Il y a quand même beaucoup de menteurs, des gens qui enjolivent la vie. Il faut faire toujours très attention à ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais. Merci Charles.